Professeur Mille, vous êtes neuropédiatre dans le service de neurométabolisme pédiatrique coordonné par professeur Brigitte Chabrol à Timone Enfant. Aussi, vous coordonnez au sein de ce service le CRMR constitutif déficience intellectuelle de cause rare et polyhandicap. Et vous êtes aussi responsable de l'équipe pédiatrique du CRMR, aussi constitutif épilepsie rare, qui est coordonné, lui, par professeur Bartholomei dans l'ensemble. Ces deux centres dépendent de la filière nationale déficience. Et en lien avec la plateforme, vous êtes aussi responsable médical de l'APART, Espace Transition Timone. Merci beaucoup, professeur Mille, d'être ici suite à la 15e journée maladie rare. Nous avons commencé les interviews pour nous parler de la prise en charge chez les patients, chez les enfants, de ces maladies rares, déficience intellectuelle de cause rare et polyhandicap. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de la constitution, l'organisation du centre ? Bonjour à tous, comme vous l'avez très bien dit, ces deux centres sont un part entière dans le service de neurologie pédiatrique de la Timone qui est dirigé par le professeur Chabrol. Il s'agit de centres maladies rares qui ont une constitution assez proche avec des médecins et puis des personnels paramédicaux et de support dont l'objectif est de mieux organiser le soin des patients, mais aussi la recherche et l'enseignement autour de ces maladies rares. Donc pour le centre de référence déficience intellectuelle de cause rare et polyhandicap, il est effectivement coordonné entièrement au sein du service de pédiatrie et le centre de Marseille est spécifiquement tourné vers la prise en charge, l'enseignement et la recherche autour du polyhandicap, c'est-à-dire autour des enfants qui sont touchés par plusieurs types de handicap et la plupart du temps l'association d'un handicap intellectuel, d'une déficience intellectuelle et d'un handicap moteur. Merci bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus spécifiquement des différents types de maladies ? Oui, alors il s'agit à chaque fois de maladies rares. Le centre de référence déficience intellectuelle de cause rare et polyhandicap, il est vraiment dédié aux enfants porteurs de handicap de cause rare, dont la grande majorité sont d'origine génétique. Ces enfants, ils ont besoin d'outils diagnostiques qui sont performants et qui sont la plupart du temps mis à disposition des patients dans les centres de référence. Et puis, ils ont besoin d'un suivi spécialisé et pluridisciplinaire. Et l'objectif de la prise en charge de ces patients, enfin l'objet de la prise en charge de ces patients, c'est vraiment de pouvoir leur faire bénéficier d'une approche pluridisciplinaire, à la fois médicale, paramédicale, et puis aussi de soins qui sont bien identifiés, des filières de prise en charge urgente quand c'est nécessaire, et des filières de prise en charge, par exemple pré-chirurgicale ou d'évaluation sensorielle ou multimodalitaire pour certains enfants. D'accord. Et certaines de ces maladies sont caractérisées aussi par la survenue de crises d'épilepsie. Oui, tout à fait. Beaucoup de patients porteurs de handicap rares sont également épileptiques. Et donc, beaucoup de ces enfants doivent bénéficier aussi de l'approche qu'on développe dans le cadre du centre de référence des épilepsies rares de l'enfant. Ces épilepsies qui surviennent chez les enfants porteurs de déficience intellectuelle, elles peuvent être complexes et elles sont par définition elles aussi rares, difficiles à classer, parfois nécessitant des outils diagnostiques qui ont besoin de mobiliser des équipes et qui, par exemple, des techniques d'imagerie structurale, d'imagerie fonctionnelle, et puis des enregistrements G-vidéo prolongés. Et donc ces deux centres, ils sont finalement très complémentaires. Ils appartiennent à la même filière, mais c'est pas par hasard parce que ils sont complémentaires dans la mesure où ils s'intéressent à des enfants qui ont des problématiques de handicap. Alors, quand l'épilepsie est seule, c'est un handicap qui n'est pas toujours très visible, mais qui quand même n'est pas anodin et puis qui requiert un suivi régulier. Et donc, dans les deux cas, un suivi pluridisciplinaire avec une possibilité d'accès à l'hôpital en urgence et des outils diagnostiques et de prise en charge qui requièrent du personnel compétent et en nombre. Ouais, d'accord, merci beaucoup.
Et donc, dans votre centre, déficience intellectuelle et polyhandicap, c'est toutes des maladies qui se manifestent dès l'enfance. Alors, oui, parce qu'on est pédiatre et donc on suit des patients dont la maladie se manifeste dans l'enfance. Pour le centre épilepsie rare, ce centre il est coordonné, comme vous l'avez bien dit, par le professeur Bartholomé, qui est épileptologue d'adultes, parce que l'épilepsie, à la fois quand elle débute dans l'enfance, mais souvent quand il s'agit d'une épilepsie rare, elle ne guérit pas, et donc il faut pouvoir s'occuper de la prise en charge lorsque les enfants sont adultes. Et puis il y a aussi beaucoup d'épilepsies rares qui débutent dans l'adulte, Oui, à l'âge adulte. Ouais, Pardon. d'accord. Pour ce qui est des déficiences intellectuelles, la plupart du temps, effectivement, elles débutent dans l'enfance. Alors, quelquefois, c'est des enfants qui sont orientés vers nous très tôt, quasiment à la naissance, ou même parfois en anténatal, devant la mise en évidence d'anomalies de la morphologie du cerveau. Et puis, quelquefois, les symptômes peuvent arriver plus tard, même dans les maladies génétiques. Les troubles du neurodéveloppement, en fait, la plupart du temps, ils apparaissent, ils sont visibles avec le développement de l'enfant. Donc, quelquefois, après quelques mois de vie, quelquefois quelques années, on a parfois des diagnostics qui sont faits après, parfois même après la première décade, lorsqu'il s'agit de troubles très particuliers du neurodéveloppement qui s'expriment à l'adolescence. Merci bien de ces précisions, ces informations. Donc, vous avez dit que la majorité des maladies sont génétiques. Et est-ce qu'il y a encore il y a d'autres étiologies possibles et quelle est encore la part d'inconnu? Alors, c'est vrai que la part d'inconnu, elle diminue d'année en année avec les outils qu'on a à notre disposition, les outils d'analyse métabolique, biochimique et puis aussi génétique. Et donc, c'est vrai que quand on voit un enfant en consultation, on n'a pas tout de suite le diagnostic de la cause de son handicap. Et donc la première étape, c'est d'analyser le degré de handicap et de l'expliquer aux parents. Et puis ensuite, effectivement, on recherche la cause de ce handicap. Et lorsqu'on n'a pas d'informations très évidentes sur la possibilité d'une cause acquise, anténatale ou postnatale, très rapidement, on fait l'hypothèse qu'il s'agit d'une maladie génétique. Alors génétique, ça ne veut pas toujours dire familiale, transmise par les parents, ça peut être inscrit dans les gènes, dans le patrimoine génétique de l'enfant, sans qu'il y ait eu vraiment une transmission. Et donc dans ces cas-là, la plupart du temps en collaboration avec les généticiens de l'hôpital de la Timone, on propose des examens qui dépendent un petit peu des hypothèses que l'on fait. Et donc ces examens, ils sont proposés de manière, disons, logique, des plus simples, avec des résultats les plus rapides aux plus complexes. Et pour certains enfants, on va jusqu'à l'analyse du génome, c'est-à-dire de l'ensemble du patrimoine génétique de l'enfant. C'est des examens qui peuvent prendre, pour ces examens très complexes, longtemps, et qui n'empêchent pas, qui ne doivent pas empêcher de prendre en charge, de faire l'annonce du diagnostic et l'explication du diagnostic aux familles, et de débuter la prise en charge de ces enfants, une prise en charge à la fois rééducative, mais aussi bien sûr éducative, c'est plus important. Merci bien. Et donc on a parlé de ce diagnostic, là, quelquefois les cas d'errance. Et en ce qui concerne donc les stratégies thérapeutiques, les soins, qu'est-ce qui existe actuellement? Quelles sont vos possibilités actuelles? Alors, dans le champ du handicap intellectuel, c'est vrai que on n'a pas actuellement, dans ces maladies génétiques, on n'a pas de traitement curatif, dans le sens où on ne peut pas régler le problème du handicap avec une molécule ou un processus particulier. Souvent, la prise en charge, elle consiste à bien expliquer le fonctionnement de l'enfant, le fonctionnement cognitif de l'enfant. Et c'est pas toujours évident de pouvoir bien le comprendre. Il faut parfois plusieurs temps. Il faut utiliser des outils qui nécessitent de revoir les enfants. On a une plateforme d'évaluation de ces enfants et c'est au terme quelquefois de plusieurs entretiens, de plusieurs évaluations qu'on peut faire des hypothèses sur le fonctionnement cognitif de l'enfant, les difficultés, mais aussi ce qui fonctionne mieux. Et l'idée, c'est en connaissant mieux le fonctionnement de l'enfant, on peut adapter la prise en charge à la fois rééducative et éducative. Et ça peut paraître un petit peu une prise en charge à la marge. On aimerait tous pouvoir
trouver le médicament qui corrige le gène malade et pouvoir régler le problème. Mais c'est quand même, en attendant que ce soit peut-être un jour le cas, ces prises en charge éducatives, symptomatiques, elles sont quand même très importantes. Et notre objectif, c'est de pouvoir s'adapter à l'enfant pour que lui-même puisse s'adapter à la société dans laquelle il évolue et pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et avoir la vie la plus, disons, la mieux remplie possible, la plus heureuse possible. Et parfois, enfin souvent c'est le cas, et souvent c'est plus facile qu'on le pense quand on connaît bien les capacités de l'enfant, quand on lui fait confiance et quand on est capable de s'adapter à l'enfant et de pas disons, de pas se mettre, de pas lui imposer des objectifs qui seront pas atteignables facilement et qui vont certainement générer beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés pour les familles. Alors c'est donc un mélange à la fois d'être ambitieux pour l'enfant, de lui faire confiance, de lui permettre de s'épanouir et de se développer le mieux possible, mais en étant conscient de ses capacités, de ses compétences, mais aussi de ses limites, pour ne pas le confronter à ses limites à longueur de temps. Et en ce qui concerne l'accompagnement médico-social, il est dit de proximité, avec un réseau ville-hôpital aussi, des acteurs en ville, des structures médico-sociales. Vous travaillez notamment avec l'équipe Relais Handicap Rare, PACA Corse, l'Agence régionale d'intégration. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce réseau, de ce qui se fait? Oui, alors évidemment que ces patients, la plupart du temps, en fait, ils sont pas à proprement parler malades, ils sont différents, ils sont porteurs de handicap, et donc ils peuvent avoir des vulnérabilités, des fragilités, ils peuvent avoir des comorbidités, par exemple une épilepsie qui peut nécessiter parfois un suivi à l'hôpital, des hospitalisations, des bilans, mais bon, leur vie, elle n'est pas à l'hôpital, et donc c'est très important que tous les besoins soient aussi proposés, enfin tous les besoins soient fournis par d'autres équipes que l'hôpital. Et donc, grâce au réseau Ville-Hôpital, vous avez cité un certain nombre d'équipes. Il y a aussi le réseau Handimôme, Oui. qui est un réseau Ville-Hôpital qui permet aux enfants porteurs de handicap d'avoir accès à des prises en charge par des praticiens dont on assure la formation, et en tout cas dont on assure, disons, qu'on aide pour la formation, et puis accès à une équipe qui peut faire le lien entre les prises en charge ambulatoires et les prises en charge hospitalières. Donc le réseau Handimôme, les équipes relais sont des équipes qui sont vraiment des ressources importantes avec lesquelles on travaille au quotidien. Donc on organise des formations du personnel médical, mais aussi des familles, des réunions de discussion, soit autour de situations difficiles, soit des discussions plus générales sur la prise en charge des patients porteurs de handicap. Et puis on travaille au quotidien pour essayer d'améliorer les parcours de soins de ces patients qui sont souvent complexes, avec beaucoup d'intervenants. Et donc c'est des familles qui quand même peuvent, je pense, avoir de l'aide, mais c'est vrai que c'est parfois difficile d'avoir accès aux bonnes personnes au bon moment. Et donc, quelquefois, on a aussi ce rôle de support pour les familles. Et puis, c'est un rôle très modeste parce que souvent, les prises en charge à l'hôpital peuvent un petit peu sont parfois lourdes et sont complexes, même pour nous joindre en dehors des questions aiguës de soins, des questions urgentes. Et donc, on demande beaucoup aux réseaux avec lesquels on travaille de nous aider dans l'organisation des parcours et dans la prise en charge médico-sociale qui est fondamentale pour ces patients. Fluidifier, oui, fluidifier et puis contribuer aussi à la prise en charge de ces patients. Hein, l'orientation scolaire, elle est souvent bien mieux anticipée lorsqu'elle est discutée à plusieurs que quand elle est discutée par un médecin aussi compétent soit-il à l'hôpital. Ouais. Hein. Et c'est pareil pour la discussion des prises en charge, c'est pareil pour les priorisations des prises en charge à tel moment de la vie des enfants, et puis aussi pour
l'aide au quotidien, la lutte contre les surhandicaps. On n'est pas les seuls à être impliqués, heureusement, dans les différentes discussions qu'il peut y avoir. C'est souvent les familles qui sont vraiment en première ligne et puis qui, dans le meilleur des cas, peuvent compter sur une équipe où, bien sûr, on est partie intégrante de cette équipe, mais on n'est pas les seuls. Et ça, c'est des paramètres qui sont très importants, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place, mais qui sont très importants et qui, quand ils fonctionnent bien, permettent d'améliorer le quotidien des enfants et de leur famille. C'est bien rassurant. Et toujours dans cet ordre, vous êtes très impliqué dans la transition enfant-adulte pour l'accompagnement, promouvoir le projet de vie des jeunes qui vont arriver à l'âge adulte, pour votre centre et aussi plus généralement pour les maladies rares, les maladies chroniques et le handicap. Donc vous avez été le chef de projet, être le responsable médical de l'appart Espace Transition Timone, comme je l'ai dit. Est-ce que vous pouvez nous évoquer ici cet espace et puis la question de la transition? Alors, merci beaucoup de me poser la question parce que effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que je trouve vraiment important pour tous les patients qui sont suivis pour une maladie chronique à la Timone comme ailleurs. Donc grâce à la fondation Piège Jaune, la fondation des hôpitaux, on a pu, au sein de la Timone, mettre en place un lieu dédié à la transition et qui est effectivement qui a été mis en place pour tous les enfants porteurs de maladies chroniques, de maladies graves ou de handicap, pour lesquels un suivi à l'âge adulte est justifié. Donc la transition, qu'est-ce que c'est? La transition, c'est pas une étape très brève, c'est vraiment un processus qui débute vers 12-13 ans et qui va se terminer lorsque le patient est suivi et qu'on est tous d'accord pour dire que ça y est, le suivi va se faire avec le médecin d'adulte. Et donc au cours de ce processus, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape de réinformation qui est très importante parce que souvent le diagnostic il est expliqué aux parents de l'enfant lorsque l'enfant parfois est tout petit et ne peut pas comprendre. Et puis c'est important quand même de se poser et de pouvoir vraiment lui expliquer à lui sa maladie et ses enjeux. Donc ça commence souvent par là, entre 12 et 14 ans. Et puis ensuite, c'est un long processus qui dure quelques années et qui va permettre à l'enfant de gagner en autonomie face à sa maladie et de comprendre les enjeux de sa maladie, pourquoi le traitement doit être pris, quels sont les effets du traitement, les effets attendus, les effets secondaires, comment est surveillée sa maladie, quels sont les enjeux en termes de risques éventuels. On parle de patients suivis pour une épilepsie, et quand on est épileptique, il faut connaître les risques liés aux crises, et donc la période de transition, elle sert aussi à ça. Et puis, voilà, être autonome et pouvoir connaître les paramètres de surveillance, savoir quand contacter le médecin pour être prêt, pour ensuite pouvoir être suivi par un médecin d'adulte avec tous les enjeux qui sont très différents finalement, pour certains, du suivi quand on est un adulte porteur de handicap. Alors l'appart, il symbolise cette transition. C'est un lieu qui a été vraiment construit pour les adolescents, en partie avec l'aide d'adolescents, et il symbolise cette transition. Et donc, depuis qu'il existe, ce lieu, il est vraiment dédié à l'accueil de tous les adolescents suivis, quelle que soit leur pathologie, à partir de 14 ans, jusqu'à ce que la transition se termine par le transfert du dossier avec le médecin d'adulte. Et donc, effectivement, on a vraiment voulu que cet appart soit universellement il s'adresse à tous les adolescents, il soit universel, y compris les adolescents porteurs de handicap intellectuels, pour lesquels la transition est différente, pour lesquels la transition, elle fait appel aussi beaucoup aux parents, mais même différente, elle a lieu, cette transition, et même différente, elle est justifiée. Et donc, ces enfants qu'on suit pour une déficience intellectuelle, un handicap, parfois un polyhandicap, et ils sont également reçus à l'appart et ils ont un processus de transition qu'on met en place avec les familles. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations.
et c'est mis en œuvre. Et donc, bon, on a évoqué déjà votre réseau pour l'accompagnement médico-social et vous travaillez aussi avec de nombreuses associations de familles et vous avez établi des partenariats au sein même de la PHM. Alors, ça a été un peu compromis ce qui était prévu avec le Covid, mais est-ce que vous pouvez parler un peu de ces collaborations? Alors oui, effectivement, c'est vraiment notre cœur de, disons, d'activité en tant que centre de référence, hein, de pouvoir travailler conjointement avec les associations de malades qui sont vraiment extrêmement utiles pour nous. C'est des ressources vraiment utiles pour collaborer au quotidien et puis pour progresser dans la façon dont se déroule l'annonce du diagnostic et le suivi de telle ou telle pathologie. Alors effectivement, avant le Covid, on a établi des conventions avec diverses associations de malades, une dizaine. Ces conventions, elles visent à permettre aux associations d'avoir des locaux et de pouvoir se rendre à la Timone pour recevoir éventuellement des familles. Et puis ces conventions, elles visent aussi à organiser de manière annuelle des réunions de travail pour progresser dans l'organisation du parcours de soins et dans l'organisation du suivi médical pour les patients porteurs de maladies rares pour lesquelles les associations sont représentantes. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, la période Covid n'a vraiment pas été simple pour nous. On a eu des restrictions très importantes et on n'a pas pu recevoir de familles jusqu'à récemment, mais on espère que les choses vont pouvoir repartir et donc avec l'arrivée prochaine d'un nouveau chef de projet dans le centre de référence, on va pouvoir, on l'espère, remettre en place ces réunions de travail, puis via ces conventions, des rencontres entre les familles et les associations au sein de la Timone avec nous qui seront pas loin. Et puis, le Covid n'a pas eu des inconvénients. Ça nous a forcé un petit peu à mettre en place d'autres outils pour collaborer, pour informer les familles. Et donc, 1 à 2 fois par an, on organise des webinaires sur différentes thématiques, différentes pathologies qui sont suivies dans le service. Et ces webinaires, grâce au Covid, ils ont pu être mis en place plus facilement et on s'est aperçu qu'ils peuvent certainement simplifier la vie des familles. Ça leur évite de venir jusqu'à Marseille quand elles habitent loin. Et on peut comme ça, de manière tout à fait, je trouve, pertinente, échanger avec les familles en utilisant différents logiciels sécurisés, échanger à la fois à l'échelle individuelle, mais aussi échanger de manière plus globale sur les maladies. Oui. Et donc la dernière réunion de grande taille que nous avons fait, c'est au sujet des patients porteurs de mutations d'un gène qui s'appelle KCNQ2, où une 50aine de familles étaient présentes, et on a prévu de refaire des réunions de ce type au cours de l'année 2022. Oui. Et vous donnez aussi des informations sur les avancées en recherche, c'est les perspectives thérapeutiques. Bien entendu, c'est souvent, alors on co-construit le programme avec les familles, donc on s'adapte à ce que veulent les familles, mais bien entendu, souvent, les familles sont demandeuses d'informations sur les dernières données de la recherche, et puis sur les perspectives de ce qu'on peut entrevoir comme approche thérapeutique ou comme nouvelle compréhension des mécanismes en cause dans les maladies. Oui, c'est important. Et donc justement en matière de recherche et d'innovation, donc voilà, on vient d'en parler. Bon, au niveau de l'information, vous avez déjà indiqué que vous aviez des activités importantes de recherche et de formation au niveau de votre centre. Vous avez des études de cohorte, des études translationnelles, des études cliniques pour l'amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Alors, je sais que vous êtes affilié à l'équipe neurogénétique humaine au MMG et que vous avez un réseau important pour collaborer avec des équipes d'autres CHU, Epigène notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches actuelles? Alors, bon, c'est un vaste sujet, la recherche, parce que c'est vrai que on a au sein des centres de référence une mission de recherche à la fois clinique, bien décrire les maladies, décrire leur histoire naturelle, essayer de trouver des biomarqueurs,
qui nous aident pour le pronostic, essayer de trouver des traitements plus pertinents, plus efficaces. Et donc la recherche clinique, c'est quasiment notre quotidien. Et par exemple, on participe à des recherches pour décrire les effets bénéfiques ou secondaires des traitements qui sont proposés dans l'épilepsie, dans certaines difficultés de comportement, dans les troubles du sommeil ou dans certaines comorbidités liées au handicap par exemple. Et puis à côté de la recherche clinique, il y a une recherche un petit peu plus fondamentale qui reste absolument indispensable pour ces maladies, une recherche sur la façon dont le cerveau se développe, à la fois normalement et quand il est perturbé par des mutations génétiques, une recherche sur des gènes impliqués dans le développement normal et en quoi des gènes, quand ils sont mutés, perturbent le développement, et puis une recherche aussi très en amont pour de nouvelles thérapeutiques. Donc ça, c'est des recherches qui sont précliniques ou fondamentales, pour lesquelles on participe, disons, de manière plus indirecte en tant qu'expert de telle ou telle maladie. Et on travaille pour cela, comme vous l'avez dit, avec le laboratoire MMG U910, et en particulier l'équipe dirigée par Laurent Villard pour les aspects neurogénétiques, et puis au-delà de la neurogénétique, des aspects de physiopathologie des maladies, de création de modèles animaux, d'études de l'effet de telle molécule, de tel ou tel médicament, sur à la fois les symptômes des animaux, mais aussi leur cognition, leur développement. On travaillait aussi de manière très étroite avec un laboratoire à Lumini qui s'appelle l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, qui est un laboratoire qui travaille sur le neurodéveloppement normal et sur les aspects de construction du cerveau normal, et aussi quand le cerveau est soumis à différentes pathologies acquises ou génétiques. Et puis, on travaille avec des laboratoires qui essayent de développer des nouvelles molécules, et qui donc des laboratoires de thérapie génique, des laboratoires qui essayent de trouver des approches innovantes pour les patients, pour traiter les différentes maladies qu'on a à traiter. Alors, les cadres pour ces recherches, c'est évidemment le service, les unités dont je vous ai parlé, et puis les collaborations nationales et internationales. Et vous avez cité le réseau Epigène, qui est un réseau de généticiens et de neuropédiatres impliqués dans la recherche sur la génétique des épilepsies rares. Donc c'est un réseau très important qui implique qui implique tous les centres de référence et quasiment toutes les équipes qui sont intéressées dans les épilepsies rares de l'enfant, hein, plusieurs dizaines d'équipes maintenant en France. Et puis les réseaux européens, hein, qui sont les réseaux de centres de référence maladies rares, et en particulier les ERN EpiCare, oui, hein, qui sont les réseaux de centres de référence des épilepsies rares à l'échelle européenne, parce que ces maladies sont tellement rares que l'échelle européenne, elle est très pertinente pour acquérir une expérience plus rapide en voyant beaucoup de patients à la fois. Oui, avoir davantage de patients. Voilà. Et puis discuter des prises en charge et essayer de tirer le meilleur parti de ce qui se fait de mieux dans chaque pays. Oui. Hein, l'idée, c'est de pouvoir bénéficier des expériences de chacun, et l'échelle européenne, elle est pertinente pour cela. Oui. Pour chaque maladie, on peut développer telle ou telle approche. Hein. Mais on a développé des modèles animaux pour deux maladies en particulier qui sont ce qu'on appelle des encéphalopathies développementales avec épilepsie, donc des maladies génétiques rares et sévères qui sont responsables souvent d'une épilepsie, mais aussi d'un polyhandicap, à la fois intellectuel et moteur. Et donc on a développé des modèles animaux avec pour objectif, bien sûr, de mieux comprendre ces maladies, parce qu'on ne fera rien de bien en termes d'innovation si on comprend pas mieux les mécanismes impliqués dans ces maladies, mais aussi de voir si on peut réverser des phénotypes, si on peut améliorer des phénotypes avec des médicaments ou avec des techniques de thérapie génique. D'accord. Et est-ce qu'il y a des défis majeurs pour ces maladies par rapport peut-être à d'autres maladies? Par exemple, le fait que ce soit au niveau du cerveau, est-ce que c'est un défi supplémentaire? Bien sûr, parce que le cerveau, c'est à la fois un organe d'une complexité telle qu'on est loin d'avoir compris tous les ressorts de son fonctionnement,
Et puis aussi, c'est un organe qui commence à se développer très tôt in utero, à partir du 20e jour de grossesse, et qui ne se termine en termes de compétences nouvelles qu'à la fin de l'adolescence. Et donc, c'est un développement qui est tellement long que toutes les maladies dont on s'occupe, en fait, elles viennent interférer avec un processus de développement qui n'est pas terminé. Et donc, ça rend les choses très complexes parce qu'on interfère avec une dynamique qui n'est pas terminée. Contrairement aux autres maladies, où la plupart du temps, en fait, quand quand on a affaire à l'enfant, en fait, la maladie est responsable d'un dysfonctionnement ou d'une malformation qui est stable et pour lesquelles il n'y a pas la dynamique développementale à prendre en compte. Et donc c'est un challenge énorme parce que les conséquences de la mutation sont très différentes en fonction du moment où on voit l'enfant. Et s'occuper des conséquences de la mutation, ça veut dire prendre en compte à quel moment la mutation est symptomatique. Et donc, par exemple, on sait qu'il y a des maladies où qui sont liées à des effets de la mutation pendant une courte période du développement in utero, et qu'une fois qu'on voit l'enfant, la mutation n'a plus tellement de conséquences. Et le handicap de l'enfant est lié aux conséquences passées de la mutation. Et donc, dans ces cas-là, par exemple, on peut imaginer que la correction de la mutation, ça ne sera pas suffisant pour améliorer l'enfant. Et il faut plutôt s'atteler à corriger les conséquences à long terme de la mutation, les conséquences présentes de la mutation, plutôt que la mutation elle-même. Et donc tout ça, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Et puis, voilà, corriger et injecter un virus dans le cerveau, c'est plus compliqué que dans le reste du corps parce que le cerveau, il est très protégé des virus et des pathogènes. Et donc, c'est pas facile d'accéder au cerveau parce que, heureusement, le cerveau, c'est un endroit qui est un petit peu, voilà, qui est bien isolé du reste du corps. Heureusement, d'un sens, mais en même temps, du coup, c'est plus compliqué d'accéder à lui par les techniques de thérapie génique qui font souvent appel à des virus. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, on n'a pas tout dit, c'est pas exhaustif, hein, mais est-ce qu'il y a encore d'autres éléments ou un mot de la fin que vous voulez ajouter ? Comme vous l'avez dit, on n'a pas tout dit et on est loin d'avoir tout dit pour tous les paramètres dont on a parlé et toutes les choses dont on a parlé. Ces enfants, ils sont certes porteurs de handicap, mais ils sont tous différents, ils nous apprennent beaucoup. Et la plupart du temps, c'est des enfants qui peuvent nous étonner dans leur progrès, à condition de savoir les écouter et de savoir à la fois aussi leur faire confiance. Et donc, tout notre rôle, c'est certes de développer tout ce qu'on peut comme recherche pour essayer de traiter, de diminuer, voire d'empêcher de survenir le handicap, mais aussi de s'en occuper au quotidien et de leur permettre d'être parfaitement et totalement intégrés dans la société. Et donc c'est aussi un rôle des centres de référence, c'est de dire que le handicap, la société dans laquelle on vit, elle doit pouvoir permettre de vivre pleinement avec son handicap, d'être intégré dans la société, parce que ces patients, ils ont un rôle à jouer dans nos sociétés. Et donc, certes, on essaye de diminuer leur handicap, certes, on essaye de peut-être traiter leur handicap, mais toujours est-il qu'en attendant de pouvoir le faire, il faut que la société soit plus inclusive pour ces patients, la société en général, l'école, l'hôpital, tout le monde. Et donc on a tous un rôle à jouer, médecins, mais aussi famille, enseignants, pour que ces enfants qui sont différents, ils puissent dans leur différence continuer à jouer vraiment leur rôle dans la société, parce que il n'y aura jamais de société où le handicap n'existe pas. Et ces enfants, ils font partie de la société dans laquelle on vit. Cette mission-là, elle est aussi très importante. Merci beaucoup. Et puis, vous avez aussi des sites web dédiés. La filière aussi, les structures, les associations auxquelles vous êtes associés ont aussi des sites web pour davantage d'informations. Et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup.